Donc ce soir, avec un partenariat donc regroupant la Société française d'études de la céramique orientale, le Club des collectionneurs de céramique et la Société des Amis du Musée national de céramique, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Christina Ortega, pardon, galériste parisienne et experte en art d'Asie. Alors après des études d'histoire de l'art à Paris, Christina commence sa carrière d'antiquaire en 82 en se spécialisant très tôt dans la céramique extrême-orientale. À 35 ans, hein, elle devient experte en art de la Chine après la réalisation d'un mémoire consacré aux émaux de Canton. Hein, son champ de recherche s'élargit alors aux productions d'exportation chinoises, domaine qu'elle approfondit en rejoignant donc la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection, le CNES. Membre en outre de la CEFA, Christina participe de surcroît chaque année au Printemps asiatique Asian Week de Paris. Alors, installé dans le carré rive gauche depuis 2009, hein, notre intervenant développe parallèlement une passion pour le Japon et qui occupe aujourd'hui une place centrale au sein de sa galerie. À titre personnel, donc elle collectionne d'ailleurs la céramique moderne et contemporaine depuis plus d'un quart de siècle. Fille du peintre abstrait espagnol Rafael Ortega, hein, 1932-2005, Christina a grandi donc dans l'univers des musées et des expositions d'art moderne. Elle voit au travers de la liberté de la forme et d'expression de la céramique japonaise contemporaine les prolongements d'un art abstrait et d'une création libérée qui lui sont familiers. Alors, aux yeux de spécialistes comme Christina, le XXe constitue une période de transformation profonde de la céramique japonaise, marquée par l'interaction entre tradition et modernité. Ainsi, l'émergence du mouvement Minché dans les années 1920-1930, fondé sur un retour aux valeurs artisanales populaires, contraste avec la période d'intense innovation qui suit la Seconde Guerre mondiale, porteuse de nouveaux styles techniques et plus ouverte aussi sur le monde. Alors je laisse à Christina le soin de retracer en détail ces profondes mutations et nous faire partager la passion qu'elle aime. Merci, merci Christina, à vous. Alors, partageons. Commençons par partager l'écran. Alors, j'ai voulu remonter un peu tôt pour savoir. En tant qu'antiquaire, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes voyaient la céramique japonaise comme quelque chose de assez basique, des imari, des kutani. Certains un peu plus collectionneurs s'aventuraient dans les kakiemon ou nabeshima, mais il y avait quand même une espèce d'incompréhension et de méconnaissance de ce qu'est la céramique au Japon. Donc j'ai voulu remonter un peu au moment où on a vraiment découvert le Japon, c'est-à-dire au moment des expositions universelles et particulièrement celle de 1867 qui a été vraiment l'arrivée du Japon à Paris. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, 1867 par rapport à l'époque Louis XV, c'est comme nous par rapport à 1925. C'est-à-dire, c'est pas très loin. C'est-à-dire, les gens à l'époque étaient dans une idée de collection et de décor où ce qui venait du Japon, c'était des objets qu'on allait monter en bronze, c'était des lacs qu'on allait inclure dans des meubles. Enfin, c'était quelque chose d'un petit peu exotique. Beaucoup de personnes ne faisaient pas très bien la différence entre ce qui était chinois et ce qui était japonais. Tout ça était un peu confus. Et l'arrivée du pavillon japonais installé sur le Champ de Mars en 1867 va être un choc euh, pour cette population curieuse du Japon qui était en train de s'ouvrir, puisque plus de 600 pièces en porcelaine d'Arita di Mari, des textiles, des lacs arrivent du Japon, mais mêlés à toutes ces pièces qui étaient déjà un peu connues dans leur version plus ancienne, il y avait aussi des grès de Bizen, de Shigaraki, et des choses
qu'on n'avait jamais vues. Les visiteurs ont été déroutés, préféraient les porcelaines d'Arita, et on est allé jusqu'à entendre le terme de sauvage pour qualifier des grès de Bizen. Mais heureusement, quelques critiques ont perçu la modernité et le rapport à la nature de ces céramiques, en particulier, bon, bien sûr, Philippe Burti, Edmond de Goncourt ou Félix Bracquemond, qui est venu et qui a évidemment vu tout de suite la possibilité d'adapter des motifs qu'il voyait dans des pièces japonaises à un art décoratif français qui était avide de nouveautés. Donc vous voyez que la présentation à l'époque était quand même assez classique, pas beaucoup d'innovation, et puis on mettait en avant des pièces quand même très classiques, comme ici des vases en imari, ou bien des pièces japonaises de Yabumezan, de Kinkozan. Donc tout ça n'était pas vraiment, on n'allait pas vers ce qui était vraiment l'essence du Japon. On allait vers quelque chose qui était facile à comprendre pour nous, et c'est ces artistes-là qui ont été décorés avec des médailles d'or à l'époque. Cependant, des grands collectionneurs, mais ça je ne vous apprends rien, ont été vraiment ceux qui ont forgé notre goût et qui ont commencé à rassembler des pièces. Le fait qu'ils commencent des collections crée un intérêt chez des collectionneurs, mais c'était un cercle d'érudits, de gens cultivés, de gens assez riches qui avaient les moyens de faire des cabinets d'objets japonais, de collectionner, mais ce n'était pas le commun du public. Et évidemment, ce qui a été complètement majeur dans cette perception du goût du Japon, ce sont les voyages de Guimet ou les voyages de Cernuschi, la fondation des boutiques, que ce soit celle de Siegfried Bing ou de Hayashi, et tout ça aura une influence, bien sûr, sur des gens qui sont proches de la céramique, comme Chaplet, comme Cariès, ou plus tard Clément Massier de la Herche ou Bigot. Les pièces rapportées par à la fois Sandowski et Guimet sont d'un nombre énorme, au point qu'ils envisagent l'un comme l'autre de faire un musée à partir de leurs pièces. On voit ici en haut Guimet et Régamet qui est à droite, et sur la photo de gauche l'exposition qui a eu lieu au Palais de l'Industrie, donc en 1878, et qui sera un peu à la base à la fois de la fondation du musée des arts décoratifs et du musée Guimet. Et puis en bas, des pièces qui ont été rapportées par Guimet, et où on voit des choses qui sont à 100 lieues, évidemment, de ce que le grand public connaissait. Dans les expositions, Hayashi a eu un rôle très important, venu d'abord comme interprète, il a été ensuite vraiment très important sur la façon dont le Japon a choisi les pièces qui étaient envoyées. Et très vite, on s'est rendu compte que autant la découverte, le Japon a été découvert dans les premières expositions universelles, celle de 78 a été vraiment une euphorie totale et le départ de grandes collections en France, mais celle de 89 a eu comme une sorte de petit relâchement. Et donc, en 1900, le Japon a vraiment veillé à envoyer des pièces beaucoup plus spectaculaires, comme ici le vase qui vient de chez, qui était un vase Arita Korancha, et puis le vase de Makuzu Kozan. D'ailleurs, le Makuzu Kozan a été primé comme étant quelqu'un qui faisait des choses absolument extraordinaires dans la sculpture qu'il était capable de faire sur céramique. Et donc là, je vous ai mis une petite vidéo du musée où vraiment je vous invite à aller voir le site du musée parce qu'il y a vraiment des pièces extraordinaires.
et ces pièces ont été assez impressionnantes. Faut penser aussi que c'était aussi une découverte pour les Japonais. Et je vous montre une petite curiosité. Il y a eu des pièces de Sèvres qui ont été échangées contre des céramiques japonaises, mais j'ai trouvé ces pièces qui sont cette pièce qui est partie au Japon, là, il y a les deux faces, qui était un vase en porcelaine de Paris et qui a été envoyé en blanc au Japon et décoré au Japon. Le vase est ensuite revenu en Europe où j'ai pu l'acheter et il a été revendu à un collectionneur de Harita. L'exposition de 1900 a aussi eu un impact sur une production, je dirais, de moins bonne qualité. Le, le goût pour le Japon a complètement explosé dans les années 1900-1910. Et ce n'était plus un goût pour le Japon qui était réservé à quelques collectionneurs, mais le grand public a eu envie aussi d'avoir des choses japonaises. Et c'est comme ça qu'on a eu des pièces comme ici, très mal peintes, très mal émaillées, publicitaires, avec une partie qui est faite en pochoir. Vous voyez, le centre ici est fait à partir d'un pochoir. La peinture est tout à fait sommaire. Et vraiment, l'exposition de 1900 a eu un impact enfin, a eu une volonté, les Japonais ont eu une volonté d'envoyer des pièces de bien meilleure qualité et d'envoyer à la fois un mélange de pièces anciennes et de pièces modernes, mais qui prouvaient un savoir-faire pour essayer de contrebalancer cet afflux de pièces quasi industrielles, pas vraiment industrielles, mais en tout cas faites à la va-vite. Et donc, le Japon a envoyé des pièces d'un grand savoir-faire et surtout a envoyé des pièces qui étaient déjà vraiment des pièces comme ce qu'on a vu avant avec Makoto Kozan, des pièces vraiment d'artistes. Alors que nous, on n'avait pas vraiment cette espèce de notion que la céramique qui venait du Japon pouvait être une pièce d'artiste. On voyait plus ça comme une globalité. Ici, une photo du pavillon japonais de 1925, puisque 1925 a été un moment très important dans la naissance de l'art, comment dire, dans la naissance de la modernité. Vous voyez que le pavillon japonais présentait un intérieur avec du mobilier, mais qu'il n'y a pas vraiment une façon de mettre la céramique en avant. Ça restait quelque chose pour nous qu'on voyait comme quelque chose de très mineur. Mais c'est quand même une époque où cet afflux, cette demande de l'étranger a montré une modernité, même dans des fabriques comme Korancha qui produisaient quand même des pièces en plus grand nombre, avec des pièces très modernes et une évolution vers un modernisme plus international. Ici, le pavillon de 1937, une pièce de Miyagawa Kozan, beaucoup plus moderne, mais qui reste quand même dans la tradition. Et puis, une pièce de Rokubei Kiyomitsu qui a été, Kiyomitsu 5, qui a été exposée en 1924. Et puis, la modernité du pavillon de 1937. On rentre vraiment dans un autre monde. Le, Au Japon, les grands magasins ont commencé à exposer des artistes et il y a eu vraiment une ouverture de la possibilité pour les céramistes japonais de se faire connaître par rapport au public, chose qu'on n'avait pas en France parce que en France, les grands magasins diffusaient du tout public, c'est-à-dire des pièces un peu de moyenne qualité, alors qu'au Japon, Mitsukoshi, par exemple, crée en 1913 une section artistique et fait vraiment des expositions d'artistes. Cette notion d'exposer dans un grand magasin, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu. Donc, il y a eu, puis les années 30 voient aussi l'évolution
des salons au Japon, des prix pour les céramistes, de l'inclusion de la céramique dans les salons comme la Taïten. Donc quelque chose qui est euh, beaucoup plus structuré que ce que nous, on peut avoir, on a eu en France à la même époque. Des céramistes en France étaient connus de certains cercles, mais n'étaient pas vraiment connus du grand public. Alors qu'au Japon, le système a fait qu'on a été beaucoup plus l'État a beaucoup plus pris en charge la connaissance du monde de la céramique. En haut, donc, une exposition à Mitsukoshi dans les années 1920. Et en bas, un exemple de cette évolution avec cette pièce vers 1940 de Tomimoto Kenkichi. Mais on va revenir un peu en arrière dans l'époque pour parler de ce qui a été une des grandes révolutions au point de vue de la céramique, c'est le mouvement Mingei, redonner sens à la main, à la beauté du quotidien. Ce mouvement est venu en réaction à une surproduction japonaise qui partait à l'étranger et où certains céramistes commençaient à faire ce qui plaisait aux étrangers. Ce qui plaisait, parce que là, on le voit par rapport à notre côté français, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait ce même mouvement aux États-Unis, en Angleterre, enfin, dans tous les pays où il y a eu des expositions universelles. Donc, le grand public demandait de la céramique japonaise, c'était à la mode, mais ne cherchait pas du tout à avoir des pièces d'artistes. Il voulait des pièces de décor. Et cette surproduction a provoqué une réaction au Japon où les objets utilitaires, on s'est rendu compte de ce qu'étaient les objets utilitaires au Japon. Et c'est dans ce contexte que Yanagi Soetsu, critique d'art et penseur, a formulé les bases d'une renaissance. En 1925, il a inventé le mot Mingei, qui est la contraction de Minshu no Kogei, l'artisanat du peuple. Pour lui, la beauté ne résidait pas dans la signature ni dans l'innovation qu'on cherchait à outrance, mais dans la continuité du geste, dans l'oubli de soi au travers de la tradition et du travail bien fait. L'objet, il a écrit, la beauté de l'objet utile naît de la pureté de la main, non du calcul de l'artiste. Il voit dans la poterie, le tissage ou la vannerie une expression spirituelle du Japon profond. Il s'inspire du bouddhisme zen, du confucianisme, de la pensée aussi de William Morris, qui a eu une influence puisqu'il lit les textes traduits et le mouvement art and craft, suivant les auteurs, a une influence ou n'en a pas sur le mouvement Mingei. C'est aussi une redécouverte, on le voit par le mouvement Art and Craft, une redécouverte du travail de la main, et c'est vraiment une réaction à l'industrialisation mondiale. J'ai sauté une diapositive, je pense, je reviens en arrière. Ah non, attendez voir. Oui, enfin, j'avais pris des photos pour présenter le projet que le projet d'Yanagi n'aurait pas existé sans deux amis compagnons de route, Amada Shoji, sans doute le céramiste le plus connu du XXe siècle, et Kawai Kanjiro. Amada, après des études à l'école technique de Tokyo, puisque au Japon, on a déjà des écoles techniques qui forment à la céramique, il rencontre l'anglais Bernard Leach, qui était installé à Tokyo depuis 1909. Leach initie Amada à la philosophie de ce qu'on appellera le studio poterie, c'est vraiment l'artiste, plutôt l'artisan dans son atelier qui crée sans être soumis à une règle de fabrication ou une règle ou un quota respecté pour une production.
il initiait les philosophies de ce studio poterie hérité de William Morris et de John Ruskin. En 1920, Amada part avec Leach en Angleterre pour fonder l'atelier Saint-Yves en Cornouailles, mais surtout pour construire un four rampant à la japonaise sur place. Le mouvement se revendique à la fois Leach et Amada Shoji prône de la création hors du système industriel, la communion avec le feu et surtout la modestie du geste et de l'objet. Du retour au Japon en 1923, il s'installe à Machiko, petit village de potiers au nord de Tokyo, et fonde un atelier qui encore aujourd'hui est légendaire, puisque des potiers vont encore s'y former. Donc ici, des pièces de Amada Shoji, où on voit des formes simples, fonctionnelles, utilitaires, traditionnelles, comme par exemple ce bol à thé, où vous voyez le petit ressaut sur la lèvre, qui est une forme très traditionnelle, le geste, et puis des choses qui sont sans prétention et sans doute très difficiles à percevoir pour un public qui n'était pas encore connaisseur de ce monde. En haut, on voit Yanagi, Leach et Amada Shoji. On les voit encore ici avec les gens de l'atelier. Et ici, une pièce que j'ai mise parce que je la trouve très intéressante, qui est une pièce de Amada Shoji. Mais quand vous regardez bien, on a plus l'impression d'un grès ancien anglais que d'une pièce faite par un japonais, si ce n'était l'inscription. La deuxième personne, le deuxième potier vraiment très important dans le mouvement Mingei est Kawai Kanjiro, qui lui était installé à Tokyo, qui est beaucoup plus expérimental. Il écrit: nous ne faisons pas des belles choses, les choses deviennent belles en étant faites avec sincérité. Ses œuvres aux glaçures épaisses, aux reliefs floraux, nuances de bleu, vert, brun, traduit cette fusion entre émotion et humilité. Et son atelier est resté intact, pas réaménagé pour le public à Kyoto. Et il a été transformé en musée du mouvement. Et je vous invite vraiment à aller le visiter parce que c'est vraiment passionnant, rempli d'objets et vraiment un mouvement, enfin un endroit incontournable. Et j'ai retrouvé ici une photo où on le voit à une sortie de four avec les pièces alignées, où on voit des pièces qui sont sur les mêmes modèles mais avec des irrégularités de taille, de forme, puisqu'on n'était pas du tout dans une obsession du pareil, et puis bien sûr tout avec un décor différent. L'autre grand mouvement du XXe siècle, c'est évidemment le mouvement Sodeisha, qui naît juste après-guerre, avec des prémices avant-guerre, puisque dans les écoles d'art, en particulier les écoles d'histoire de l'art, les écoles de beaux-arts, dans les années 30, enfin jusqu'à l'avant-guerre, on était très, très ouvert à ce qui se passait en Europe, ce qui se passait en général à l'étranger. Il ne faut pas oublier que le Japon a été en guerre avec la Chine et que certains sont allés jusqu'à prôner que l'art japonais venait directement de l'art grec, en passant par Nara, en passant par le Gandhara, et qu'ensuite ça avait donné l'art de Nara, et que par conséquent il y avait une supériorité de l'art japonais sur l'art chinois. C'était vraiment des propagandes de guerre, mais ça a fait que beaucoup d'étudiants
ont regardé vers l'Europe, vers le monde grec et vers des formes beaucoup plus linéaires, beaucoup plus différentes. Enfin, il y a eu vraiment au Japon une volonté de s'ouvrir sur l'extérieur. Juste avant le mouvement et presque en même temps, il y a un mouvement dont on parle moins qui est Shikokai, qui, euh, qui va émerger à Kyoto, durer très peu de temps, 47-56, mais après ça va être plus ou moins réinclus, les membres vont circuler avec Sodesha. Kyoto, après la guerre, est un centre artistique en pleine effervescence. Les jeunes céramistes cherchent à s'affranchir du système des salons qui avait été mis en place déjà enfin, assez tôt. Euh, le mouvement Mingei est très important, mais certains n'y adhèrent pas complètement, sont dans un climat où il y a vraiment une nécessité de créer quelque chose. C'est ainsi que naît ce premier mouvement Shikokai, avec des gens comme Yasuo Hayashi et certainement la plus emblématique des céramiques de ce mouvement qui a été faite en 1948 et qui s'appelle Nuage. À l'époque de la fondation, il a 19 ans. Donc vraiment des très très jeunes. Ils veulent ils veulent dépasser la céramique simplement décorative. Ils veulent inventer un langage abstrait autonome. Euh, ils ont envie de créer quelque chose de différent. La technique est là, mais la représentation doit dépasser ses limites. La première exposition Shikokai a eu lieu du 9 au 13 mars 48 dans une galerie à Kyoto, donc ça reste quand même très confidentiel. Et le groupe va fonctionner jusqu'en 1956, date de la dernière exposition à Tokyo. Donc la huitième exposition, mais peut-être parce que au même moment naît le mouvement Sodeisha, euh, puisque, euh, enfin, on est à peu près au même moment. Le nouveau collectif se forme à Kyoto. Sodeisha signifie la société de la boue mouvante, mais qui est un lien à Kafka, enfin qui est un lien à quelque chose. On est dans un mouvement qui se veut international. Donc, le mouvement se forme autour des trois fondateurs principaux, Yaji Kazuo, Suzuki Osamu, Yamada Hikaru, qu'on retrouve, Kano Tetsuo et Matsui Yoshitsuke. Le nom du groupe a été suggéré par le calligraphe Ayamura Tanen, qui était le voisin d'Yagi, inspiré d'une expression chinoise qui évoquait la trace de verre dans la boue. Donc, vous verrez le lien avec Kafka après. Métaphore d'un cheminement organique, libre et imprévisible, comme un verre dans de la boue. Leur premier manifeste, rédigé par Yaji Kazuo, rejette tout utopisme et affirme une posture lucide. Notre lien n'est pas un rêve, mais la vie même sous la lumière du jour. Donc, une volonté de former quelque chose qui a aussi un lien avec la philosophie. Ce mouvement se veut en rupture, libéré des hiérarchies institutionnelles, tourné vers la définition du rôle de la céramique dans l'art moderne. Donc on voit vraiment ce groupe de jeunes qui se réunit, réfléchit à ce qu'ils doivent faire. Leur première exposition se tient à Osaka, dans la galerie d'un grand magasin mise à disposition. Mais quand on lit sur cette exposition, il faut imaginer, alors ça c'est pas la première, c'est celle de 51, mais il faut imaginer que ce sont des jeunes gens, que c'est par exemple le père de Yaji Kazuo qui a installé les tables et qui a posé les tissus. Enfin, c'est pas, il faut l'imaginer comme quelque chose
de quelque chose d'assez enthousiaste, intime. Aujourd'hui, c'est incontournable et vous verrez des pièces de cette époque dans les plus grands musées du monde, mais il faut imaginer vraiment cette espèce d'enthousiasme créatif qui les animait. Les œuvres exposées témoignent d'ancrage dans, dans des références européennes, comme par exemple ce grès qui est traité comme serait des grès de Sozhou, donc une référence à la Chine avec des engobes qui sont grattées et de l'émail qui est posé par-dessus, et une référence au tournesol. Vous avez des références. Alors, c'est pas, je voulais d'abord vous montrer celle-ci. Des références ici à Paul Klee ou à Miro, mais la pièce la plus emblématique, c'est vraiment celle-ci. Où la promenade de Monsieur Samsa de 1954 est une référence directe à Kafka. Puisque enfin, dans cet objet, inspiré par la métamorphose de Kafka, Yaji Kazuo explique qu'il voulait que la céramique marche d'elle-même, qu'elle ne serve plus à rien. C'est pas un vase, il y a des tubes, il y a des trous, mais c'est juste un objet. Et d'ailleurs, Inui Yoshiaki, le critique, est un des premiers à donner le nom de céramique objet. L'expression céramique objet va rester. Yaji, interrogé plus tard, expliquera avoir employé le nom sur le ton de la plaisanterie lors d'une conversation dans un bar de Kyoto, mais le nom est vraiment resté. Il marque la rupture entre la céramique d'usage, le bol ou le vase, et la céramique d'expression. La terre devient un médium sculptural à part entière, délivré de toute fonction. On n'est plus, c'est pas parce qu'on est céramiste qu'on n'est pas un artiste. La terre devient un médium. Dans les années 60, les membres de Sodeisha approfondissent leurs recherches, le groupe continue. Et au moment de l'exposition universelle de 64, ça a été vraiment un des grands moments de reconnaissance de ce mouvement. Et la reconnaissance a été vraiment internationale. Ici, d'autres pièces très aussi connues de Yaji Kazuo. La série des tours de Yamada Hikaru, ou cette pièce, L'Esprit du vent, qui est aussi incontournable de tous les livres que vous verrez, ou de toute l'exposition que vous verrez sur, les, sur, ce groupe. Ça évoque, quand on voit des pièces comme ça, comme celle-ci, ça évoque les sculptures d'Isamu Noguchi. Enfin, tout est assez lié dans une volonté de créer une chose très internationale. Aujourd'hui, ça, c'était une exposition qui a eu lieu, je crois, en 2024, où il y avait plusieurs pièces présentées, mais ça a influencé évidemment beaucoup d'artistes, donc comme vous pouvez le voir ici. Nous, ce qui nous déconcerte un peu au Japon, c'est la façon dont le Japon a une quantité de fours absolument impressionnante. Et quand on commence à étudier la céramique japonaise, qu'on a commencé à étudier dès les années 1895, comme en témoigne ici, alors avec une traduction des noms assez typique de l'époque, où on a commencé à étudier tous les différents fours, ce qui frappe au Japon, c'est évidemment la quantité de fours. Donc évidemment, les plus connus, ce sont les 6 anciens fours, qui produisent tous des céramiques de types différents. Seto, qui produit des terres plutôt blanches,
et qui est très connu pour ses décors en forme d'œil, Tokoname qui produit des terres rouges, Shigaraki avec des flammures à la cendre qui peuvent donner des reflets verts, Bizen où les pièces sont enfournées pendant très longtemps sans émail, où c'est la cendre, la paille ou tout ce qu'on ajoute pendant les 15 jours de cuisson qui va former. Enfin, tous ont des particularités et ce sont les fours les plus connus. Mais donc les plus anciens aussi, on les appelle les 6 fours emblématiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus anciens et sont des fours médiévaux. Mais il y a aussi tout un tas d'autres fours, en particulier les fours qui sont dans la région d'Imari, qui ont depuis la découverte du kaolin, fait de la céramique, fait de la porcelaine bien avant qu'on en fasse. Des ateliers qui sont installés aussi à Iga, par exemple, à Kutani, enfin, ou à Ji, qui sont des fours postérieurs et qui ne font pas partie des 6 fours. Euh, donc, dans toutes ces villes, il y a une production de céramique. Là, on voit la rue qui monte, une photo albuminée qui date d'époque 1895-1900, qui montre la rue qui mène à Kiyomitsudera, à Kyoto, qui est traditionnellement le quartier des céramistes, où déjà à l'époque, on vendait une quantité incroyable de céramiques, mais qui n'étaient pas des céramiques d'artistes, qui étaient des céramiques de la table. Et là, je vous montre, mais ça c'est un peu un amusement, si vous allez dans un quartier d'Imari, euh, toutes ces indications sont des fours, des potiers qui travaillent encore aujourd'hui. Donc vous avez dans chaque ville une quantité incroyable de gens qui font une céramique euh, quotidiennes, populaires, qui ne sont pas forcément, euh, qui ne revendiquent pas forcément que leur nom soit associé à ce qu'ils fabriquent, mais qui cherchent à fabriquer des pièces de qualité. Et ça, c'est frappant quand on va au Japon, c'est que la moindre vaisselle, même dans un endroit modeste, peut être esthétique et de belle qualité. Maintenant, il y a aussi une demande pour quelque chose de plus international. Alors, j'arrive pas à tourner ma page. Et on va vers une industrialisation et une production de masse, comme ici des pièces qui sont des productions mécanisées, avec ici des copies de pièces d'artistes célèbres, des copies de ce qu'on pourrait faire à Shigaraki, et qui sont des pièces qui sont faites à Shigaraki, mais dans des ateliers qui fabriquent pour l'industrie, voilà, ça, c'est un extrait d'un catalogue de pièces pour l'hôtellerie où vous avez des centaines et des centaines de pièces qui peuvent être jolies à table, mais qui n'ont aucune valeur sur un point de vue euh, collection. Dans toutes ces villes, euh, il va y avoir des potiers qui vont s'installer, créer des studios, enfin, des ateliers indépendants, qui vont faire des carrières plus ou moins reconnues à l'étranger. Euh, Ici, des pièces de Shimaoka Tatsuzo, dont celle du bas qui est au musée Guimet, ou au musée de Sèvres, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai oublié de le noter, et qui travaillait à Machiko, et vous voyez qu'il est complètement dans la pièce du centre, dans la mouvance des pièces Mingei, comme beaucoup de potiers qui travaillent à Machiko. Ici, une pièce de... Alors, je vous ai choisi des pièces tout à fait au hasard parce que sur des centaines de fours et un grand nombre de potiers qui ont laissé leur nom dans l'histoire de la céramique, c'était difficile de choisir, mais j'ai choisi quelques pièces que j'ai pu avoir entre les mains et qui m'ont intéressée de par leur technique. Par exemple, cette pièce de Kenichi Nakajima, qui est né en 48,
et qui, sur une terre rouge, qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir à Koutani, a mis des applications de métal, alors différentes teintes d'or et différentes teintes d'argent, pour créer ce vase avec un vol de grue devant la Lune. En haut, une pièce de Saichi Matsumoto, où là aussi, il y a une intégration de l'or qui était traditionnellement utilisé sur les céramiques de Kutani. Une pièce de Nakamura Takobaizan 3, très originale de par sa forme. Et puis là aussi, l'intégration d'émail et d'or euh, sur cette pièce qui est un récipient à eau pour la cérémonie du thé, un mizusashi. Et puis en bas, une pièce plus difficile qu'on ne classerait pas automatiquement dans une fabrication de kutani, puisque c'est une pièce en porcelaine émaillée en bleu turquoise, avec une approche très constructiviste, mais qui date des années 50 et qui a aussi été faite à Koutani, c'est-à-dire que la grande différence par rapport à l'époque ancienne, c'est que à Koutani ou à Mino ou à Seto, on était spécialisé dans un type de production, mais à partir des années 50, des céramistes vont s'installer dans des endroits, mais vont explorer aussi d'autres techniques, vont chercher à développer d'autres techniques. Et ça, c'est rendu possible parce que si certains construisent des fours traditionnels, et prennent la terre sur place, fabriquent vraiment de façon traditionnelle, il y a aussi, grâce au four électrique, la possibilité de tester d'autres choses, d'acheter de la terre à l'étranger, de faire des choses tout à fait différentes. Euh, Aussi à Koutani, ce vase très impressionnant dans la façon dont le bleu est pensé, mais Tokuda Yasushiki III était trésor national vivant, donc on comprend ici, quand on voit la qualité du travail, pourquoi il a été reconnu. Un des plus connus, évidemment, et à qui je tenais à rendre un hommage puisqu'il est décédé cette année, c'est Manji Inoue, qui a complètement exploré les limites de la porcelaine, tradition évidemment de la région de Harita, dans des formes extraordinaires et surtout dans des applications pâte sur pâte. Mais d'autres ont aussi travaillé et ont fait des choses très intéressantes, comme Fuji Shumei, mais qui a produit beaucoup, beaucoup. Donc ces pièces sont peut-être moins, enfin, plus connues, où il y a un travail de rayure de la porcelaine, d'application de bleu, et donc on a un effet de paysage. Et puis Maeda Yasuaki, qui n'est pas un artiste très connu en Europe. Ces pièces sont difficiles à trouver, mais qui a vraiment cherché à dominer les techniques chinoises de sang de bœuf, de gorge de pigeon. Et là, la difficulté qui n'est pas visible tout de suite, c'est que la partie gorge de pigeon vient en spirale sur le vase avec une tache en plus sur la partie haute. Et puis, bien sûr, rendre hommage aussi à Kato Tsubusa, qui est pour moi un des grands maîtres de la porcelaine, dans des pièces spectaculaires. Ici, c'est une coupe, mais il a énormément utilisé cette technique de d'application de pâte sur pâte et de sculpture de la porcelaine pour faire des pièces qui sont beaucoup plus verticales que celles-ci. Euh, Quelqu'un qui travaillait à Mino et que j'aime énormément, ceux qui me connaissent ou qui viennent à la galerie en ont vu, c'est Yashi Shotaro qui est mort en 2017 et qui a travaillé donc c'est dommage, la photo n'est pas très bonne, mais qui a travaillé vraiment avec les techniques de Mino, avec des engobes très en relief, en blanc, mais ici appliquées sur une pâte qui est très travaillée, très franchement, et un effet avec une teinte orangée qui est aussi très utilisée à Mino, mais qui est utilisée avec un aérographe pour
laisser passer ce vol de grue. Mais c'est surtout quelqu'un qui est connu pour avoir inventé cette glaçure que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Mani Hosai, et qui est une glaçure multicolore, vitrifiée, irisée, et dont l'effet, je trouve, est absolument spectaculaire, d'autant plus qu'il est souvent appliqué sur une céramique qui était elle-même gravée avant. Donc on voit le geste, on voit vraiment, on voit vraiment le travail de création d'une sculpture avant d'appliquer la couleur, la réaction du feu, même si ça peut être utilisé en plein. Un autre, pour citer un autre four qui est le four de Haji, c'est Yamato Yasuo, que j'aime beaucoup aussi, justement parce qu'il utilise ce côté très sculptural et puis des glaçures euh, qui sont, euh, qui sont très personnels, très reconnaissables au premier coup d'œil. Ce n'est pas le premier vase-lune que j'ai eu entre les mains, mais tous sont des couleurs différentes, tous sont des subtilités et ça en fait un artiste que j'aime beaucoup. Comme je vous le disais, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a vu une explosion de gens qui se mettaient à rechercher des choses nouvelles. Et je voudrais citer Takiguchi Kazuo, qui a fait des formes très vivantes. On a presque l'impression que ça va être mou quand on va le toucher. Et il utilisait pour former ces formes avec la céramique des sortes de grandes plaques en cuir dans lesquelles il mettait la terre et il le formait avec ces grandes plaques de cuir suspendues et ensuite il ouvrait les orifices pour en faire des formes creuses en expliquant que le vide était tout aussi important que l'extérieur. Alors là, c'est une pièce, quand on la voit, qui est un petit peu parme, verdâtre, mais il a fait aussi certaines pièces qui ont carrément des couleurs noires, comme si c'était une sorte de flocage sur la surface. Donc là aussi, un émail très dominé et très personnel. Pour citer une pièce de Iga, euh, cette pièce de Fushioka Shuei, mais il y a plusieurs grands artistes qui ont travaillé au XXe siècle euh, à Iga. Là aussi, quelque chose de très euh, personnel, où la terre est presque toujours à Iga recouverte de, de cette, enfin, la formation, l'apport de cendres dans le four va créer ces traînées verdâtres qui quelquefois vont même se concentrer dans le cas de pièces contenant et créer quelque chose de très intéressant. Ici, pour montrer deux pièces de Bizen, donc ces pièces qui sont euh, cuites, et c'est la cuisson qui va former la couleur et l'apport de ce qu'on va créer l'apport de ce qu'on va ajouter dans le four, que ce soit des cendres, de la paille, des endroits qui vont être cachés, qui vont créer des trous, enfin qui vont créer des marques rondes avec d'autres couleurs. Cette pièce de Kaneshige Kosuke, mais qui est déjà du XXIe siècle, je crois qu'elle est de 2009. Et puis, cette pièce, quand je vous disais qu'on avait la possibilité, les Japonais ont eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait ailleurs, cette pièce d'Isuru Yamamoto qui est venue en France, qui est venu plusieurs fois, je crois, en France, et qui surtout a travaillé au Japon, des pièces en plaques de terre superposées. C'était de la terre qui venait de Bourgogne. Donc, il y a de la terre partout au Japon, mais il a exploré des terres qui venaient de Bourgogne. Pour continuer, quelques pièces de Kyoto, avec des pièces peintes, euh, pièce qui ressemble plus à une pièce d'une autre manufacture avec ses coulées vertes, hein, mais qui est aussi très ouverte et qui ressemble moins à des pièces de Kyoto. Et surtout cette pièce de Kato Tako qui est le petit-fils de Kato Kobai et qui montre des incrustations dans la céramique.
Ensuite, un artiste que j'aime aussi énormément, qui est Shigekazu Nagae, qui est né en 53 et qui aujourd'hui fait des formes complètement sculpturales, mais qui a fait dans les années 80-90, qui a commencé à utiliser la porcelaine comme quelque chose qui permettait de faire des formes. Donc, il a utilisé des plaques de porcelaine, des porcelaines coulées, des porcelaines en filament. Donc, quelqu'un qui a beaucoup exploré les techniques de céramique. Et enfin, des pièces de Tokoname où on voit la terre rouge de Tokoname sur ce vase de Sataru Mizukami, où là, la terre est juste gravée, juste le trait, mais une pièce plus complexe de Masaaki Shibata où là, on a quand même une flamure, un émail. Alors, ce qui est très différent par rapport à nous, c'est justement cette organisation au Japon avec les salons qui, qui, qui rythment le monde de l'art au Japon et où, comme là, on voit une photo d'un salon Nitten, le, la grande présence de la céramique. Et puis surtout, cette espèce cette reconnaissance d'État, des gens qui sont importants sur la culture de la céramique, avec la nomination des trésors vivants et des biens culturels immatériels, enfin de tout un tas de distinctions qui font que la vie de la céramique est rythmée euh, et rythmé sur un plan national euh, d'expositions qui peuvent être régionales, nationales ou locales. Enfin, il y a beaucoup plus d'événements. Et quelque chose qui est très déconcertant aussi pour nous, c'est la présence quasi permanente d'expositions de céramique dans les grands magasins. Alors, la photo n'est pas très bonne, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est une des galeries de Mitsukoshi, généralement au dernier étage au dernier étage des grands magasins. En France, le, on a commencé à reconnaître cette céramique japonaise quand même assez tardivement avec les différentes biennales, que ce soit la biennale de Valoris, mais ça, c'est vraiment dans le dernier tiers, oui, le dernier tiers du XXe siècle, ou la biennale de Faenza. L'exposition qui a vraiment marqué, c'est l'exposition Toji, mais elle était déjà elle est quand même assez récente, mais ça a été quand même une découverte de la céramique japonaise. Aujourd'hui, les artistes les plus connus sont pris en main par des galeries, donc ils ont vraiment cette reconnaissance d'artistes. Donc c'est assez intéressant. Et puis je voulais terminer avec cette vue d'une exposition d'une partie de la collection de Murakami, qui est un collectionneur compulsif de céramique japonaise. Donc, elle a une vue, une photo à la Galerie Perrotin où Murakami a installé des céramiques qu'il avait faites en équilibre et en réponse et en discussion avec tout un tas de céramiques autres traditionnelles du Japon. Alors, pas une recherche de pièces coûteuses ou extravagantes, mais une vraie représentation de ce qu'était la céramique au Japon, en écho avec des pièces qu'il avait créées. Voilà pour ma présentation. J'espère qu'elle vous aura convenu et elle vous donnera surtout envie de découvrir cette céramique qui est impressionnante quand on commence à s'y intéresser. Je dirais qu'on apprend des choses nouvelles tous les jours. Le XXe siècle a été vraiment une, un point tournant dans la compréhension, dans la diffusion. On est passé de l'art décoratif à l'objet d'artiste. Il y a eu des ruptures avec le mouvement Mingei, avec Sodesha, mais ça continue. Les, les fours brûlent encore, les festivals, les expositions font vivre tout ça. Et surtout, on commence à vraiment à en entendre parler en France
alors que nos amis, que ce soit outre-Manche ou outre-Atlantique, ont eu beaucoup plus tôt que nous une connaissance de cette céramique, puisque de nombreux musées américains et de nombreux collectionneurs américains ont des quantités impressionnantes de pièces au point qu'ils font tourner leurs pièces dans des expositions. En France, on est beaucoup plus timide, on est peut-être beaucoup plus timide avec ce qui vient de l'extérieur, mais heureusement, tout ça est en train de changer et je pense que si je peux convaincre certains d'entre vous de s'y intéresser, ce sera le plus grand des plaisirs. Oui, bah, je crois que vous avez réussi, tout à fait. Merci Christina, ça nous a vraiment convaincus. En tous les cas, on a envie d'y aller. Alors, j'invite nos auditeurs à poser leurs questions via le chat. Et pendant ce temps-là, j'annonce la prochaine visioconférence. Justement, Joan Mirvis était avec nous ce soir et vous entendait. Et c'est donc Joan Mirvis qui interviendra, galeriste à New York, hein, spécialisée dans l'art asiatique et plus particulièrement la porcelaine japonaise contemporaine. Donc, elle nous présentera la céramique contemporaine japonaise. Et ça aura lieu le jeudi 20 novembre à 18h30. Comme ça fait un petit parallèle avec vous et c'est la vision plutôt américaine de cette céramique japonaise. Si vous pouvez arrêter votre partage d'écran, Christina, ça serait formidable et comme ça nous allons Qu'est-ce pouvoir vous que poser je des questions. voudrais faire? Donc, je pense que vous avez la petite touche qui se trouve en bas ou en haut qui met Oui, mais arrêter j'ai plus le partage. l'écran. Ah, vous avez plus Ça veut l'écran. dire. Alors Ça veut attendez. dire. Alors, Euh, oui, c'est bon, c'est bon. ça y est, C'est bon. Christina, on vous Ouais. voit. Alors, en tous les cas, là, j'ai une auditrice qui va partir au Japon, d'ailleurs comme moi d'ailleurs, et qui demande quels sont les musées incontournables dans le domaine de la céramique à voir à Tokyo, à Karatsu et à Kyoto. Alors, Vous y êtes allé plusieurs fois, non? Alors, j'y suis allée plusieurs fois, mais les musées sont parfois très décevants au Japon, puisque nous, quand on va dans un musée, on a l'habitude, on veut tout voir. Or, au Japon, les expositions tournent. Tout n'est pas exposé pour des raisons de sécurité à cause des tremblements de terre. Tout est conservé dans les tomobako et les expositions sont les unes après les autres. Peut-être que vous pouvez donner mon mail et je serai ravie de répondre. Oui, oui, oui. Mais Eh ben, en tout cas, d'autant que la personne qui vous pose cette question est une céramiste américaine. Donc, d'accord. vous voyez, elle est particulièrement intéressée par votre propos Mhm. et elle demande également, est-il possible de visiter des studios d'artistes? Alors, ce n'est pas forcément toujours facile. Mhm. Le mieux, c'est d'aller euh, aller vers des centres culturels de chaque ville où on veut aller, poser la question, parce que ça dépend vraiment. Aller vers peut-être enfin, c'est, j'essaierai de lui donner par mail ce qu'elle. Oui, en tous les cas, moi, je suis intéressée aussi, hein. Oui, mais c'est pas forcément toujours facile. Donc, Voilà, donc c'est une véritable professionnelle. Moi, je suis dans le domaine de la céramique. Alors, Christina, moi, je voulais vous demander comment Soji Hamada et Bernard Litch se sont rencontrés. alors, Bernard Litch était à Tokyo. En fait, il est parti à Tokyo. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Mais comment il l'a rencontré? Ah, comment C'était il a par rencontré? hasard? C'était un Non, non, hasard? mais simplement un céramiste rencontre un céramiste, va voir un céramiste, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'est pas, D'accord. vous voyez, c'est pas. Voilà. Ouais, ouais. Donc, ouais, en tous les cas, il y a plusieurs personnes hein, qui me disent être intéressées. Donc, d'une part par votre conférence, avoir été intéressé, d'une part par votre conférence, et des informations sur les musées à visiter. Hein. Tout le monde est intéressé. Et peut-on faire circuler auprès des participants? Oui, on pourra le faire Je vais circuler. essayer d'établir une liste et comme ça, je vous la donnerai. Oui, Vous ça serait verrez. formidable. Oui. Et vous parliez justement, pour revenir à ces musées, d'un musée de Tokyo où il y avait l'atelier de Kawai Kanjiro. C'est lequel de musée? C'est à Kyoto et Ah, c'est le c'est à Kyoto. oui, et c'est le musée du Mingei.
Ah, le musée du Mingei. Ok, donc ça, il faut aller le La- voir, j'imagine. oui, il faut aller le voir. La maison de Kawai Kanjiro, c'est incontournable. C'est incontournable. Ouais. Alors, quelle est l'influence de William Morris? Ben, William Morris, c'est par l'idée de l'influence de William Morris ou de Ruskin, c'est l'idée que la main est importante et l'idée que on doit créer et on doit créer avec ce qui est la culture qu'on a et pas créer pour quelqu'un d'autre et pas créer en série. Et c'est cette idée du mouvement Art and Craft, en fin de compte. C'est de revenir à la création manuelle, artisanale et personnelle. Oui, oui, je vois. Et alors, il y avait un artiste du nom, vous m'avez mis Sakai Tomoya. Ça vous dit quelque chose? Vous avez parlé, non? Ça vous dit rien? Non? Euh, Non, bah ça vous dit rien. Non, c'est pas grave. Et je voulais vous demander également la reconnaissance d'État. Vous avez parlé des trésors vivants mhm. japonais dans le domaine de la céramique. Est-ce que vous avez présenté des œuvres de trésors? Parce qu'on ne le dit pas toujours, mais certains Alors, nous... enfin, si vous voulez, par exemple, Amada Shoji a été reconnu trésor vivant, mais il n'est Mhm. plus vivant. Manji Inoue, dont j'ai montré des pièces, était trésor vivant, mais il est mort cette année. Donc, la notion de trésor vivant, c'est pas juste un prix, c'est on reconnaît à quelqu'un, vous avez un savoir-faire, vous avez un niveau où on va vous demander de transmettre. C'est un peu ça. C'est pas juste la médaille des arts et lettres. C'est vous avez le devoir de maintenir ce savoir-faire vivant. On vous reconnaît parce que c'est ce que vous faites. Quand on visite des ateliers, c'est très rare qu'il y ait un seul tour. Il y en a souvent plusieurs parce que tous ces potiers ont souvent des élèves qui parfois prennent les noms. D'ailleurs, quelquefois, c'est compliqué entre le nom réel, le nom d'artiste et le nom qu'il prend. Ça peut, mais c'est comme ça en Chine aussi, donc c'est quelquefois compliqué. Donc, il y a vraiment une idée de transmission. Par exemple, quand je vous ai euh, parlé de Nakaba Tako, c'est le 3. Il est le troisième. Alors, c'est pas forcément le grand-père, le fils, le petit-fils. Ça peut être le grand-père et puis ensuite le neveu et puis ensuite le petit-fils. Vous voyez, c'est pas forcément linéaire. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un qui est un élève qui est devenu tellement connaisseur de la technique qu'il va prendre la suite en prenant le nom du maître, Ah mais oui, avec un numéro suivant. Et d'accord. donc, il y a une reconnaissance qui est une reconnaissance au niveau national, donc qu'on appelle trésor vivant, mais il y a aussi des reconnaissances par préfecture. Il y a des reconnaissances par préfecture pour une personne, mais il y a aussi des reconnaissances pour un four. Par exemple, les 6 fours historiques ont été reconnus patrimoine mondial, mais il y a des reconnaissances, un four qui va être le patrimoine préfectoral de. Donc, tout ça est très classé dans un désir de conserver le savoir et de transmettre le savoir. Ah oui, pour le Japon, vraiment, la céramique, c'est l'art premier, en fait. Oui, Ah, tout à fait. c'est assez impressionnant, oui. Ouais, c'est intéressant. Et alors, vous avez parlé des grands magasins. Bon, c'est vrai qu'on le dit chaque fois. Quels sont-ils, ces grands magasins? Ben, l'équivalent de. C'est comme si vous alliez à un vernissage aux Galeries Lafayette au printemps. Vous auriez l'impression d'aller. Nous, en tant que Français, on a l'impression d'aller voir des choses qui vont être de la diffusion, et qui vont peut-être être du luxe, mais de la diffusion. Or, pas du tout. Les galeries des grands magasins sont des vraies galeries. Ah, Alors, c'est ouais, souvent non. au dernier étage. Et il ne faut pas avoir peur de rentrer dans un grand magasin et de voir un artiste d'envergure. C'est possible. Bon, il y a aussi des musées, évidemment, mais les grands magasins ont un rôle très, très actif. Et pas seulement ceux de Tokyo ou de Kyoto, ceux de Nagoya, ceux de plus petites villes. Enfin, donc, dès que vous voyez un grand magasin, allez voir au dernier étage, il y a probablement quelque chose d'intéressant à voir.
D'accord. Et alors, en France, est-ce que vous sentez un intérêt pour la céramique japonaise? Est-ce qu'il y a des nouveaux collectionneurs et sont-ils jeunes? Alors, il y a des nouveaux collectionneurs, mais je trouve, alors, c'est très bizarre. Là, en ce moment, il y a une espèce d'engouement pour la céramique japonaise. Tout le monde en parle. Il y a évidemment les expositions qui font beaucoup de bien pour la connaissance de la céramique, mais je me rends compte que beaucoup de personnes qui ne connaissent peut-être pas bien, qui ont un peu peur de leur goût, c'est un peu la même réflexion, la même réaction que devant l'art contemporain en général. Devant la peur de ne pas connaître, ils achètent des très grands noms très connus, Mhm. mais passent à côté de merveilles qui sont encore accessibles parce que ce sont des potiers qui sont morts et qui n'ont pas fait une énorme carrière, ou parce qu'ils ne sont pas très connus hors du Japon. Et il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui étaient souvent des collectionneurs de céramique française, qui se mettent à collectionner de la céramique japonaise aussi parce qu'il y a des techniques différentes, parce qu'il y a des formes étonnantes, parce que moi, c'est un peu mon critère de choix à la galerie, c'est des choses qui m'étonnent. C'est le Et nom, ça vient après. le nom, ça vient après. Et est-ce que vous constatez un engouement planétaire pour certains artistes? En fait, en Ah, somme, complètement, est-ce complètement. que certains artistes certains artistes japonais qui sont très connus aux États-Unis, est-ce qu'ils le sont en Europe et vice-versa? Ou Oui, est-ce oui, qu'il y a un choix oui, oui. privilégié? Sauf que les Américains sont beaucoup plus connaisseurs, beaucoup plus collectionneurs, et je pense que Johan pourra le dire. Voilà. le, L'engouement des Américains existe depuis beaucoup plus longtemps qu'en Europe. L'exposition à Sèvres, elle est restée quand même très confidentielle. Je dirais, c'est une mode en France qui a 10 ans, pas plus. Donc Alors c'est que très encourageant quand même. ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'on a parlé de Leach et de Saint-Yves, mais il y a aussi tous les petits américains qui sont venus au Japon, qui ont été influencés par Hamada, par les mouvements différents. Isamu Noguchi, qui a aussi influencé, qui était aussi quelqu'un qui influençait beaucoup le mouvement Sodesha, il était aux États-Unis. Il y a eu des potiers qui sont allés de Tokyo aux États-Unis. Enfin, il y a eu beaucoup plus d'échanges. Donc, les Américains, je généralise et j'aime pas généraliser, mais les Américains sont beaucoup plus connaisseurs que les Français en matière de céramique japonaise. Et le travail de Johan y est pour beaucoup. Bon, bah alors, alors, je vous remercie avant, et en tous les cas, merci pour toute cette précision. On a découvert énormément enfin, de céramistes qu'on ne connaissait pas forcément. Et en tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on aura aussi l'œil et puis le propos de John Mirvis. Donc, il nous montrera peut-être l'aspect plus américain des collectionneurs de céramique. Enfin, qui sont les collectionneurs américains de céramique japonaise? Qui sont les artistes qui sont appréciés aux États-Unis, peut-être un petit peu différents des nôtres? On verra, ça sera intéressant. Donc, jeudi 20 novembre, John Mirvis, que je remercie de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous aussi, Christina. Et j'en profite pour rappeler donc la céramique art fair la semaine prochaine, vernissage mardi 21, et on peut m'adresser un mail à ctrouvé@gmail.com si on souhaite recevoir une invitation. Et il y a beaucoup de félicitations pour Ah, vous, c'est gentil. Christina. Donc Si vous le venez à la chat en est rempli. Et si vous venez à la céramique faire où je ne suis pas, n'hésitez pas à venir à la galerie, elle n'est pas loin. Et voilà. Et Et n'hésitez voilà. pas à aller voir la galerie de Christina qui se trouve rue de Beaune. Voilà. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, ça sera le moment. Merci à tous. On se retrouve le 20 novembre avec John Mirvis. Merci à tous. Merci Christina en tout cas.